Pour la première fois, Mme Jacqueline Chamois évoque publiquement la situation de son fils Michel Gbagbo, citoyen français, arrêté à la résidence présidentielle ivoirienne le 11 avril 2011 par les forces spéciales françaises et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Au cours du point de presse qu'elle a animé ce jeudi 31 mai 2012 au 7 rue des Carmes, dans le 5e arrondissement de Paris, Jacqueline Chamois a instruit la presse internationale sur les conditions d'arrestation et de détention de son fils, qu'elle considère comme un otage aux mains du nouveau pouvoir d'Abidjan. Madame Chamois, l'heure est arrivée. Je voudrais déjà vous remercier d'être présent, parce que bon, c'est vrai qu'il s'est écoulé plus... Vous m'entendez suffisamment? Non, il faut rapprocher le micro. Non, c'est le micro des journalistes. C'est bon là? C'est bon, d'accord. Oui. Il s'est écoulé plus d'une année, pendant laquelle nous espérions toujours que mon fils serait libéré. Et bon, maintenant, je crois qu'il faut frapper, il faut monter en puissance, parce que la situation ne peut pas perdurer. Alors, je vais vous présenter les démarches que j'ai entreprises auprès des autorités françaises, mais en coordination avec les avocats de mon fils. Mais je voudrais tout d'abord apporter des éléments de synthèse sur ce qu'il a vécu pendant toute cette période, c'est-à-dire depuis le 11 avril 2011, puisque au départ, on peut dire que c'était entre guillemets une prise de guerre, hein, puisque lorsque la résidence a été investie, tous ses occupants ont été pris et emmenés au Golf Hotel. Maintenant, je pense il y a une prolongation au-delà d'une année, ce qui fait que qui ne se justifie pas. Et c'est pourquoi je souhaite reprendre un peu les éléments de ce qu'il a vécu pendant cette période, afin d'interpeller tous ceux qui se mobilisent pour les droits de la personne humaine, pour les droits de l'homme. Parce que là, on est vraiment à ce niveau-là. Là, j'ai essayé de répertorier les principales atteintes aux droits de la personne qu'il a subies pendant toute cette période. Ça commence par les bombardements. C'est-à-dire que plusieurs jours durant, la résidence a été bombardée par l'armée française. Puis finalement, les pièces ont été enfumées, alors que tout le monde savait qu'il y avait des enfants dans cette résidence. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les enfants, donc avec eux-mêmes leurs propres enfants, donc les petits-enfants de Laurent Gbagbo, pensaient, vu la situation, il y avait des soldats partout, qu'ils seraient plus à l'abri dans la résidence que dans leur propre logement. Effectivement, ils ont pu descendre au sous-sol, donc ils ont été relativement protégés pendant un temps, jusqu'à ce que finalement il y avait un tunnel qu'on a fait exploser pour pouvoir pénétrer, et on a envoyé des sortes de fumigènes. Voilà. Donc tout ça avec des enfants, donc il y avait entre autres mon fils, son épouse et ses enfants qui avaient à l'époque 4 ans et demi et 7 ans et demi. Mais il y en avait d'autres. Il y avait y compris un bébé. Voilà, un tout petit bébé. Donc déjà ça commence comme ça, c'est-à-dire que bombarder une résidence alors qu'on sait qu'il y a des familles, ça pose déjà problème. Ensuite, lors de l'arrestation des occupants de la résidence, hommes et femmes, en fait, ont été brutalisés lorsqu'on les a fait sortir, ce qui était une violence gratuite, hein, puisque de toute façon, ils n'avaient pas les moyens de se défendre. Et je vais vous lire quelques lignes donc, du témoignage que j'ai recueilli auprès de ma belle-fille, c'est-à-dire l'épouse de mon fils, Michel. Donc voilà ce qu'elle m'a dit. Lorsque les soldats sont entrés dans la résidence, ils nous ont demandé de sortir un par un en ayant les bras levés. En ma présence, l'un d'eux a braqué son arme sur la tempe de Michel. Laurent et Simone Gbagbo, ainsi que des ministres, sont arrivés et ont été brutalisés.
Ensuite est arrivé notre tour. À la porte de la résidence, nous avons tous été brutalisés et dépouillés de nos affaires. Nos papiers ont été détruits. Cela en présence d'une colonne de chars militaires français positionnée à quelques mètres de la résidence. J'avais perdu Michel de vue. On nous a fait monter dans des camions et conduits au Golf Hotel qui servait de quartier général à Alassane Ouattara. À la descente du camion, nous avons été de nouveau brutalisés. J'ai retrouvé mes enfants consignés dans une chambre. Je n'ai aperçu Michel que 2 jours après, couvert de pansements sur la tête, sur un œil et sur tout le dos. Je suis restée enfermée du lundi 11 au samedi 16 avril avec les enfants dans une petite chambre où nous étions 32 personnes, hommes, femmes et enfants. À notre sortie, nous avons été sélectionnés. Certains sont restés au Golf Hotel, dont Michel, ma belle-mère Simone et un certain nombre d'autres personnes. Depuis cette date, je n'ai plus revu Michel. Voilà comment donc s'est fait ce qu'ils appellent l'arrestation. Ensuite, notre point, c'est le pillage et les dégradations volontaires de la maison de mon fils. C'est-à-dire, dans le même temps, la maison a été vidée, considérablement abîmée, parce qu'ils n'arrivaient pas à pénétrer probablement, de même que le logement de nombreux autres détenus. C'est-à-dire, c'est pas un hasard, c'est pas des voleurs qui, pure coïncidence, seraient passés à ce moment-là. Puisque la plupart des maisons des détenus ont été pillées. Ensuite, le transfert et la détention à Bouna, dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui s'est faite hors de tout cadre juridique. Je pense que là, vous allez en parler. Donc, je ne m'étends pas sur les questions juridiques qui ne sont pas du tout de mon domaine. Donc à Bouna, c'est une ville qui est au nord-est de la Côte d'Ivoire. Le fait de filmer des actes d'humiliation envers les détenus montre une volonté délibérée de porter atteinte à la dignité des personnes. Parce que s'il y a de la violence, s'il y a des... pourquoi le filmer? Et tout le monde l'a vu sur Internet. Ensuite, les conditions de détention qui ont mis sa vie en danger. D'une part, ça nous le savons par un avocat qui a pu faire une visite. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une seule, mais bon. Le toit était incomplet, c'est-à-dire que de l'eau passe par le toit et donc inonde les matelas. Bon, ça c'est un premier point. Mais surtout, en janvier, mon fils a été victime d'une piqûre de scorpion. C'est un scorpion venimeux, donc c'est quelque chose qui est grave. Enfin, si je peux dire enfin, parce qu'on pourrait citer d'autres choses, mais j'ai voulu aller vraiment à l'essentiel, hein, aux principales atteintes aux droits de la personne. Il y a le maintien dans l'isolement, par l'interdiction de communiquer avec l'extérieur, ni de recevoir des visites de la famille, et en particulier les difficultés que rencontrent les avocats pour s'entretenir avec leurs clients. Tous ces faits sont vérifiables et ne peuvent donc pas être ignorés des autorités françaises. Alors venons-en aux démarches, puisque ma démarche, c'est, en tant que Française, en tant que mère d'un enfant qui a la double nationalité, française et ivoirienne, je m'adresse en fait au gouvernement français. C'est mon interlocuteur. Je pense que la responsabilité de la France est engagée du fait de son soutien militaire à la prise de pouvoir d'Alassane Ouattara. Tout ce qui s'est passé, les bombardements, c'est bien effectivement l'armée française qui l'a fait. Donc elle est engagée par rapport à ça, elle est engagée aussi par rapport aux conséquences, étant donné que actuellement tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire il y a une insécurité extrême qui touche les Ivoiriens, mais qui touche aussi les ressortissants français qui sont là-bas. J'ai adressé plusieurs courriers, j'en ai adressé un au président Nicolas Sarkozy, ce courrier-là est resté sans réponse. J'en ai adressé d'autres, à certaines personnalités que je ne vais pas citer ici, certaines ont répondu, d'autres non, mais l'essentiel de mon action
a été orienté vers le ministère des Affaires étrangères, donc du précédent gouvernement, bien sûr, qui était Alain Juppé, qui est concerné dans le cadre de sa mission de protection des ressortissants français. J'ai eu des réponses, mais ces réponses ne prenaient pas vraiment la mesure de la situation. C'est-à-dire que jamais elles n'abordaient le côté injuste, au plan légal comme au plan moral, de cette détention, de cette arrestation et de cette détention, dans les conditions de violence que l'on sait. Mais d'autre part, elle n'envisageait pas de solution pour essayer de sauver Michel de cette situation dramatique. En gros, le ministère m'a assuré que mon fils bénéficiait de la protection consulaire, qu'ils étaient attentifs, etc. Voilà, ça en restait là. Alors, il a reçu effectivement à 2 reprises, une fois à Bouna et la seconde fois à Abidjan, à la Pisane, c'est-à-dire l'hôpital où il est actuellement, la visite d'un agent du consulat de France. Aujourd'hui, j'espère avoir un peu plus d'écoute avec le nouveau gouvernement. Nous verrons. J'espère qu'ils y mettront la volonté nécessaire. J'ai adressé le 25 mai 2012 une lettre au ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, et le président de la République, M. François Hollande, en est également destinataire. Ainsi que certaines autres personnes, le président du Sénat, enfin bon, j'envoie toujours des copies à certaines personnalités, le Premier ministre, voilà. Et disons que les deux destinataires principaux, en l'occurrence, ce sont M. Fabius et M. Hollande. Dans ce courrier, je rappelle au ministre, donc je cite quelques extraits de ma lettre, qu'après avoir été détenu arbitrairement au Golf Hotel d'Abidjan, puis à la prison de Bouna au nord de la Côte d'Ivoire, mon fils a été transféré le 7 mars 2012 à Abidjan pour une hospitalisation à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie, appelée Pisane, où il séjourne encore actuellement. Que, dans cet hôpital, mon fils est gardé par des hommes en armes qui lui interdisent tout contact avec ses avocats et sa famille, et ceci nonobstant l'autorisation de visite donnée par le juge d'instruction. Je rappelle aussi que du 11 avril 2011 jusqu'au mois d'août 2011, donc pendant 4 mois, mon fils a été détenu en dehors de tout cadre légal. Maître Abiba Touré reviendra sur cette question. Enfin, que du fait de la présence incontrôlée des divers groupes armés, l'insécurité va en s'aggravant en Côte d'Ivoire et constitue une menace pour mon fils, déjà fortement éprouvé par les conditions de son arrestation et de sa détention. C'est pourquoi je réitère le souhait de voir le gouvernement français œuvrer en vue d'obtenir pour lui un rapatriement sanitaire et humanitaire en France. Donc voilà les quelques éléments de la lettre. Actuellement, nous sommes dans l'impossibilité d'avoir des informations directes de la part de mon fils, ce qui laisse la place à toutes les rumeurs. Vous en avez peut-être vu sur Internet. Alors, parfois, les rumeurs sont fondées, parfois non. D'où l'intérêt d'une initiative telle que celle d'aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. S'il y a un prisonnier, on doit pouvoir entrer en contact avec lui dans certaines règles, mais on doit pouvoir, ne serait-ce que savoir s'il est encore en vie. Je crois beaucoup à la complémentarité des démarches individuelles, comme judiciaires, et comme des actions visant à faire connaître le sort des détenus politiques ivoiriens. Donc je suis solidaire. Donc je pense que là, je vais attendre d'avoir la réponse de M. Fabius. Si elle ne vient pas très rapidement, je vais de toute façon demander à être reçu par le président de la République, M. François Hollande. Pour Maître Abiba Touré, avocate de Michel Gbagbo, son client est détenu purement et simplement arbitrairement. Et les conditions dans lesquelles
lesquelles est intervenue, je ne dirais pas son arrestation, mais sa capture, tout simplement. Sa capture, pourquoi puisque concrètement, ça ne se situe dans aucun cadre légal. Il est parti s'abriter dans la résidence présidentielle, j'ai envie de dire, il est parti s'abriter auprès de son père. Il n'avait d'autre choix que d'aller s'abriter auprès de son père. Il faut se resituer dans le contexte. On est en mars-avril 2011. Les gens sont massacrés. Vous voyez les images, les vidéos, les photos, on les retrouve assez aisément. Il y avait des cadavres qui jonchaient les rues d'Abidjan. Les maisons étaient pillées. Tout pro-Gbagbo était systématiquement exécuté. Tout jeune avait été... Il y avait une présomption d'être pro-Gbagbo ou féciste dès lors qu'on était jeune ou étudiant. Quel autre choix avait Michel, père de famille, que de se retrouver, ou en tout cas d'aller trouver refuge chez son père avec sa famille? C'est le minimum qu'il pouvait faire, au-delà même de sa personne, ne serait-ce que pour son épouse et pour ses enfants. Alors qu'est-ce qu'il a vécu et qu'est-ce que ses enfants ont vécu? Évidemment, elle le disait, et ça c'est une petite parenthèse, lorsqu'il a fallu même aller voir son père, on a été braqués par les FRCI, qui étaient prêts à nous abattre si on s'approchait trop de la résidence présidentielle, à abattre des avocats. C'est vous dire le cadre dans lequel se situe toute cette affaire. Alors Michel, face à cette situation de non-droit, on a eu d'autres choix, par l'intermédiaire d'un confrère Maître Ly, avocat au barreau de Dakar, de saisir la CEDEAO pour dénoncer la détention arbitraire de Michel. Après cette saisine, la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, a forcément notifié cela à l'État de Côte d'Ivoire pour dire en gros, bah, qu'est-ce que vous répondez? Voilà, qu'est-ce que vous répondez? Eh bien, ils ont répondu comment? Ils ont répondu en l'inculpant en août. En l'inculpant en août, mais quand même, il faut noter les chefs d'inculpation. C'est quand même fort. Atteinte à la défense nationale. Attentat contre l'autorité de l'État. Constitution et participation à une bande armée. Participation à un mouvement insurrectionnel. Atteinte à l'ordre public. Coalition de fonctionnaires. Rébellion. Usurpation de fonction. Laquelle? Tribalisme. Xénophobie. Complicité pour toutes ces infractions. Voilà de quoi, et voilà ce qui est concrètement reproché à Michel Gbagbo, qui au demeurant n'est pas un cadre politique. C'est un poète. N'est pas un cadre politique. Tout ce qu'il est concrètement, tout ce qu'il a eu le malheur d'être, c'est d'être le fils du président Laurent Gbagbo. Voilà son crime. Parce que concrètement, c'est aberrant. C'est aberrant. Et ce que je vous lis là, c'est les mêmes chefs d'inculpation qu'il y a pour Simone Gbagbo, c'était les mêmes chefs d'inculpation qu'il y avait pour Laurent Gbagbo, c'est les mêmes chefs d'inculpation qu'il y avait pour Afim Guessant, et pour tous les autres. Ce sont les mêmes chefs d'inculpation, ils ne se sont même pas pris la tête de faire un minimum de travail juridique. Donc voilà aussi dans quel cadre politique est cette affaire. Donc face à tout cela, évidemment, on a déposé des demandes de mise en liberté. Après l'inculpation, on dit enfin un cadre légal, bon, au moins on dépose des demandes de mise en liberté. Aucune réponse. Des confrères saisissent la chambre d'accusation. Font appel quand même, puisque le silence vaut refus. Et là, concrètement, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont pour les mêmes personnes. C'est la même motivation, donc, qui a été faite par l'équipe d'avocats concernant toutes les personnes détenues. La même motivation pour Michel comme pour tous les autres. Pour certaines personnes, on libère. Pour d'autres, non, dont Michel. Et quand on demande pourquoi, il n'y a pas de réponse. Mais plus grave, c'est qu'après que ces libérations interviennent, donc c'est terminé, on essaie de voir comment légalement on pourrait trouver un autre moyen. Dans la nuit, on libère d'autres détenus, en dehors de tout cadre légal. Puisque on ne va pas nous faire croire que le juge d'instruction, dans sa nuit, s'est réveillé en se disant, ou la chambre d'accusation s'est réveillée dans la nuit en se disant, oh bah finalement, ils ont raison, je vais en libérer encore davantage. Non. Tout cela répond à des données politiques, vu que concrètement, il constitue, ce qu'il faut bien comprendre, une monnaie d'échange. Si le parti du président Laurent Gbagbo, le FPI, tous les proches collaborent ou font un geste, eh bien on libère. Mais, et c'est ça qu'on appelle la justice, c'est ça qu'on appelle un état de droit, c'est pour ça qu'on a bombardé. C'est pourquoi, face à l'échec politique en Côte d'Ivoire, le Comité pour la libération des prisonniers politiques de Côte d'Ivoire entend compter sur les nouvelles autorités françaises
pour la libération du citoyen français Michel Gbagbo, comme c'est le cas pour tous les otages français à l'étranger.